Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il souhaitait que son pays adhère à l'Union européenne en 2027. Les températures sont montées jusqu'à près de 50 degrés Celsius mardi dans l'état de Victoria, entraînant le report de plusieurs matchs à l'Open d'Australie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il souhaitait que son pays adhère à l'Union européenne en 2027. Zelensky estime que l'adhésion à l'UE pourrait faire partie d'une série de garanties de sécurité internationale après la fin de la guerre. L'Ukraine a obtenu le statut de candidat en 2022 après le début de l'invasion de la Russie et les négociations ont officiellement commencé en 2024. Mais la Hongrie s'y oppose, affirmant que l'entrée de l'Ukraine s'accompagnerait de menaces pour la sécurité, mais aussi de risques économiques. Selon un responsable de l'UE bien informé sur le processus d'adhésion, une intégration dite progressive est également à l'étude. Le responsable a ajouté que malgré le veto de la Hongrie, l'Ukraine avait fait des progrès significatifs et elle avait achevé le processus de sélection le plus rapide jamais réalisé pour un candidat. Selon certaines informations, le nombre de morts lors des manifestations en Iran pourrait désormais dépasser les 30 000. La vérification de ce bilan est toutefois rendue difficile par la coupure quasi totale d'Internet depuis près de 4 semaines. Les estimations du nombre de victimes de la répression en Iran varient entre environ 3100 selon les médias d'État et 10 fois plus selon des sources indépendantes dont le magazine Time. Ce dernier cite 2 responsables du ministère iranien de la Santé, dans un article affirmant que plus de 30 000 personnes ont été tuées. Le journal The Guardian avance une estimation similaire. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour l'Iran, Mai Sato, a également déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles le nombre réel pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers. Ces estimations ont été confirmées par le docteur Hashim Moazzenzadeh, un chirurgien basé en France qui a des contacts avec des hôpitaux en Iran. Il a déclaré à Euronews qu'au moins 22 000 décès avaient été enregistrés dans les services médico-légaux du pays. Selon le chirurgien, des preuves montrent que les forces de sécurité iraniennes ont tiré sur des personnes qui fuyaient et que plus de 900 corps ont été transportés vers un cimetière de Téhéran en l'espace de 36 heures. Plusieurs membres du personnel médical auraient par ailleurs été arrêtés pour avoir soigné des manifestants et refusé de coopérer avec les agents de sécurité. Enfin, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que les forces de sécurité iraniennes ont utilisé des fusils, des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des manifestants largement pacifiques. Après près de 2 décennies d'intenses négociations, l'UE et l'Inde ont conclu ce mardi un accord commercial afin de renforcer leurs liens économiques et stratégiques. Cet accord, surnommé l'accord ultime, prévoit une forte réduction des droits de douane réciproques dans de nombreux secteurs comme l'automobile ou le vin. Il a été annoncé alors que l'Inde et les pays européens cherchent à se protéger des effets de la guerre commerciale engagée par les États-Unis. Le commissaire européen au commerce a déclaré à Euronews que la Commission espérait commencer à mettre en œuvre l'accord à partir de janvier 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster to really speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? L'UE a déclaré qu'elle souhaitait accélérer son programme commercial avec de nouveaux partenaires. Au cours des derniers mois, Bruxelles a intensifié ses négociations et a signé des accords commerciaux avec le Japon, l'Indonésie, le Mexique et plus récemment avec les pays du Mercosur, ce qui a déclenché la colère des agriculteurs européens. Le gouvernement de gauche espagnol a approuvé mardi un plan visant à régulariser par décret environ 500 000 migrants sans papier. Cette mesure s'applique aux personnes vivant en Espagne depuis au moins 5 mois et ayant demandé une protection internationale avant le 31 décembre 2025.
La ministre de l'Immigration, Elma Saïs, a déclaré que les bénéficiaires pourraient travailler dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle région du pays. Lo que estamos haciendo es, no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país y dar respuesta a una realidad con una coherencia que es la que tiene el Gobierno de España en su política migratoria, que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja por una migración regular, ordenada y segura. Les candidats doivent avoir un casier judiciaire vierge. La régularisation s'appliquera également à leurs enfants qui vivent déjà en Espagne. L'opposition conservatrice et d'extrême droite a vivement critiqué le gouvernement, affirmant que la régularisation encouragerait davantage l'immigration clandestine. Mais le Premier ministre Pedro Sánchez affirme que l'Espagne a besoin de l'immigration pour combler les pénuries de main-d'œuvre et compenser le vieillissement de la population. Selon lui, l'immigration a représenté 80% de l'expansion du PIB espagnol au cours des 6 dernières années. La communauté latino-américaine du Minnesota traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire. Les arrestations massives et les contrôles d'immigration de l'ICE ont semé la peur dans les quartiers, perturbant la vie quotidienne de milliers de familles, dont beaucoup ont un statut légal ou la citoyenneté états-unienne. Pasamos de estar asustados a estar en un estatus completamente paralizado. La gente no sabe qué hacer. La gente está encerrada en sus casas. Es mucho peor de lo que jamás vivimos en el COVID. La gente ni siquiera quiere asomarse a la ventana. Tenemos demasiada ansiedad dentro de la comunidad, demasiado miedo, pánico. Hemos entrado en estado de pánico y en estado de shock. Simplemente dentro de nuestra ciudad hemos visto cómo han arrestado a un observador americano, presentado completamente americano, una persona de tez blanca, con cabello claro, arrestado enfrente del departamento de la policía por agentes de migración y de forma violenta. En nuestra pequeña ciudad donde nunca se veía eso. Hemos visto cómo han detenido a niños, hemos visto cómo han seguido autobuses escolares, hemos visto cómo han esperado afuera de las escuelas a que salgan los niños en el autobús. Une professeure en droit soutient que les perquisitions menées sans mandat judiciaire violent la Constitution et rappelle que filmer ces interventions est un droit et qu'il n'existe aucune base légale justifiant le recours à la force létale. Estamos viendo que hay muchas violaciones de los derechos de personas. Hemos visto historias donde ICE está rompiendo la puerta sin tener un orden judicial y eso de lo que he visto es una violación del cuarto enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Une vague de chaleur extrême a frappé l'Australie ces derniers jours. Mardi, les températures ont atteint 48,9 degrés Celsius dans certaines parties de l'État de Victoria, loin de la côte, établissant un nouveau record. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent, mais selon les autorités, des feux de forêt font rage à 3 endroits. Les pompiers n'ont pas encore réussi à les maîtriser. La situation n'est guère meilleure dans la plus grande ville de l'État de Victoria, Melbourne, située sur la côte. Lundi, 50 000 personnes y ont assisté au match de tennis de l'Open d'Australie, mais mardi, le nombre de visiteurs est tombé à 21 000 en raison de la chaleur. Making sure sunscreen, hats, bottles of water, making sure staying hydrated. And there's lots of stations here to be able to bring your own bottle and stay hydrated. Les organisateurs ont dû reporter plusieurs matchs en raison de la chaleur extrême. Mercredi, la région a connu un léger rafraîchissement, mais la vague de chaleur se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. Le gouvernement français va bientôt remplacer les plateformes américaines Microsoft Teams et Zoom par sa propre application de visioconférence développée en France. Ce nouvel outil appelé Visio sera utilisé dans tous les systèmes gouvernementaux d'ici 2027. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée de Paris de s'émanciper des logiciels étrangers, en particulier ceux provenant des États-Unis, et de reprendre ainsi le contrôle de ses infrastructures numériques critiques. La mesure intervient à un moment crucial, alors que la France, comme l'Europe, atteint un tournant en matière de souveraineté numérique. Elle fait également suite à plusieurs pannes de services américains qui ont provoqué d'importantes perturbations en 2025.
De plus, en réduisant ainsi les coûts de licence, le gouvernement français estime que le passage à Visio permettra d'économiser jusqu'à 1 million d'euros par an pour environ 100 000 utilisateurs. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, soutient les appels au boycott de la Coupe du Monde aux États-Unis en raison de la politique de Donald Trump au niveau national et international. Sepp Blatter a réagi sur X à une déclaration de l'avocat suisse Marc Piet, qui déconseille fortement aux supporters de se rendre aux États-Unis, estimant que les risques d'expulsion sont devenus trop élevés. Les appels au boycott de la Coupe du Monde se multiplient face à la posture expansionniste de Trump sur le Groenland, aux restrictions de voyage et aux violences en marge des opérations de la police de l'immigration, en particulier à Minneapolis. Les États-Unis organiseront la Coupe du Monde conjointement avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet. La flamme olympique est arrivée ce lundi soir à Cortina d'Ampezzo dans le nord de l'Italie, ville hôte des Jeux olympiques d'hiver de 1956 et des prochains Jeux Milan-Cortina qui commencent dans 2 semaines. Le relais de la flamme a débuté à Belluno et a traversé les sites sportifs emblématiques de la ville, du Piandalago au tremplin de ski Trampolino Italia, en passant par la piste de ski historique Olympia delle Tofane. La flamme a finalement été accueillie dans le centre de Cortina lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le vice-premier ministre Matteo Salvini et le président de la région Vénétie Alberto Stefani. Les 3 derniers relayeurs étaient tous des anciens athlètes olympiques, le skieur alpin Bruno Alberti, le patineur de vitesse Carlo Calza et la patineuse artistique Manuela Angeli, originaire de la région, qui a participé aux Jeux d'hiver à Cortina d'Ampezzo il y a 70 ans.